téléspectateurs de la télévision nationale, bonsoir et bienvenue dans l'émission Référence. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir comme invité M. Mansa Moussa Sidibé, ancien ministre, ancien inspecteur général du travail et PDG du groupe BCEP, Bureau de consultation, d'enquête, d'intérim et de perfectionnement. Bonsoir M. Sidibé. Bonsoir Mademoiselle Fadiga. Vous allez bien? Bien. Les activités, ça bouge. Un peu. Alors aujourd'hui, c'est l'équipe de l'émission Référence qui vient vous rendre visite. Merci pour l'équipe. Surtout, merci aussi de nous avoir reçus au sein de vos locaux. Voilà, amis téléspectateurs, avec lui dans cette émission, nous parlerons non seulement de son enfance, de son parcours, surtout parler de l'entrepreneuriat dans lequel il évolue depuis les années 96. Partager ses expériences avec nous pour que les jeunes puissent s'inspirer de ses connaissances. Car on dit souvent que personne n'est trop vieux pour se fixer un nouvel objectif ou réaliser de nouveaux rêves. Du coup, nous sommes tous capables de réaliser nos rêves si nous avons vraiment la volonté. N'est-ce pas, monsieur? Bien sûr, mademoiselle. Vous avez parfaitement raison. Voilà, alors pour l'entame d'abord de cette émission Référence, qu'est-ce qu'on peut réellement retenir sur votre enfance? Parce que quand on parle de référence, on fait allusion aussi à l'enfance. Bien sûr. Et je vais d'abord vous dire que je suis né en 1947, en juin d'ailleurs, à Boké, dans le village de Korera. Et j'ai fait mon enfance donc à Boké. Je suis rentré à l'école de Korera en 1954. Et l'école de Korera à l'époque avait 3 classes. Donc pour faire les 6 années de l'école primaire, on devait faire 2 ans dans chacune des classes. Et après l'école de Korera, je suis passé à l'école de Boké, l'école de quartier, on l'appelait à l'époque l'école de quartier de Boké, où j'ai eu le certificat d'études et le passage au collège en 1954. Donc en 1954, je suis rentré à l'école en principe. Donc je suis rentré au collège et au collège de Boké, j'ai fait 3 ans. Lorsque l'internat a été supprimé, j'ai quitté le collège de Boké pour le lycée de Conakry. Mais le lycée de Conakry, nous étions très nombreux. Ils ont fait une sorte de décentralisation. Et moi, j'ai été envoyé avec une équipe à l'Abbé. On est resté à l'Abbé. Et un an après, il y a eu la suppression de l'internat dans le lycée. Donc j'ai été obligé de venir à Kindia. Et c'est là où j'ai eu la première partie du bac et la deuxième partie du bac. Et en 1968, 1968, à la deuxième partie du baccalauréat, je suis venu à l'Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry, où j'ai été orienté en faculté de sciences sociales. Donc, puisque vous venez tout à l'heure de nous parler de votre parcours scolaire et universitaire et aussi de votre enfance, du coup, nous voulons savoir, pendant l'enfance, est-ce qu'il y a des choses qui vous ont vraiment marqué? Pendant l'enfance, beaucoup de choses m'ont marqué quand même. Okay. Quelles sont ces choses-là? D'abord, juste au moment où je passais au collège, mon père est mort. Donc à l'âge de 13 ans, j'ai perdu mon père. Ça m'a marqué. Parce que mon père m'aimait beaucoup. Et mon père me faisait circuler dans presque toute la région de Boké. Je faisais avec elle vraiment et le commerce et l'agriculture à travers le pays. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs il ne voulait pas que je vienne à l'école. Difficilement, je suis venu à l'école. Il m'a caché, on m'a sorti pour m'amener à l'école. Sa perte à 13 ans m'a beaucoup marqué. Surtout que j'étais l'aîné de ma mère. Et j'étais à l'école, j'avais mes 5 frères et sœurs. Il était difficile quand même, étant à l'école, de pouvoir m'occuper d'eux. C'est vrai que j'étais un bon cultivateur. Mon père m'a laissé un excellent métier. Je faisais ça et j'avoue que je passais tout mon temps à faire l'agriculture pour aider ma mère à nourrir mes frères et sœurs. Ça, c'était vraiment une raison fondamentale. Deuxième élément, j'étais très loin de l'école.
J'étais à plus de 9 kilomètres de 9 l'école. kilomètres. Oui, j'en souffrais beaucoup et je n'avais pas de choix. Donc ça m'a marqué. Troisième élément, mon parcours de l'école a coïncidé également aux luttes politiques. Vous savez, celui qui rentre à l'école en 1954 et notre indépendance, nous l'avons eue en 1958. C'était une période assez délicate, assez dure. Il y avait beaucoup de problèmes politiques et tout. Bon, mais ce n'est pas grave. Ensuite, j'ai fait l'école primaire quand même dans un village où les populations n'aimaient pas beaucoup mettre les enfants à l'école. Ça aussi, ça m'a marqué. Ça a été très dur parce que là, chaque fois qu'on passait, les Djakanké disaient « Djahana Makarandou, on le tambila ». Ça aussi, ça m'a beaucoup marqué. Voilà des choses. La lutte pour aider la famille, la lutte pour continuer l'école, vu la distance et la perte de mon père ont été des éléments essentiels qui ont marqué mon enfance. Voilà. Alors, puisque vous venez aussi de nous parler des choses qui vous ont beaucoup marqué pendant l'enfance, nous allons continuer le cours normal de cette émission. Vous avez parlé aussi de votre parcours scolaire et universitaire. Maintenant, vous allez nous dire, après le cycle universitaire, est-ce que vous êtes resté comme ça, les bras croisés, sans rien faire, ou bien vous vous êtes intéressé à des activités pour au moins commencer votre vie professionnelle? Écoutez, en 1958, lorsque j'ai quitté le lycée pour 1968, lorsque en 1968 j'ai quitté le lycée pour l'Institut Polytechnique de Conakry, j'étais obligé de me lancer dans un processus de formation. Je tenais absolument. Alors, je faisais, sans vous dire, mais je me suis battu déjà pour faire en sorte que je me forme en philosophie et en magistrature. Ce n'était pas prévu par l'université d'avoir un binaire philo-magistrature. Mais puisque moi, je tenais absolument à faire quelque chose en référence à l'administration, surtout le droit, donc je me suis donné pour tâche de faire et la philosophie et la magistrature. Après l'université, ma première affectation a été à l'information. Je n'ai pas très bien apprécié parce que je considérais que là, c'était des gens qui venaient faire la presse et qui quittaient. Moi, j'aime bien faire une gestion administrative. Donc, j'ai demandé mon affectation et j'ai été affecté au travail, au ministère du Travail, en qualité d'adjoint à l'inspecteur général du travail. Ok, nous allons parler de cela, mais d'abord, vous allez nous dire, après ce premier travail qui était l'inspecteur du travail, quelles sont aussi les autres activités qui ont suivi? Écoutez, j'ai été adjoint à l'inspecteur général du travail, j'ai été nommé inspecteur général du travail, ensuite j'ai été nommé directeur général adjoint du travail, ensuite conseiller du ministre de l'Emploi, et après, je suis revenu aux fonctions d'inspecteur général du travail. Je suis resté là longtemps. Et après, j'ai été nommé ministre de la Pêche. Vous saviez, durant tout parcours, il y a forcément la traversée du désert, les temps de galère. Donc, vous allez un peu nous rappeler aussi de vos temps de galère lors de vos différents parcours. Dans le processus de la fonction publique, des fonctions d'adjoint à l'inspecteur général, aux fonctions de ministre, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de... Non, d'abord, en tant qu'étudiant, vos temps de galère? Non, en tant qu'étudiant, je n'avais pas mon père, hein. Je n'avais que ma mère, et qui était une cuisinière simple. Elle avait mes frères et mes sœurs. Donc, vraiment, je n'ai pas de galère, mais je souffrais quand même. Il y avait des problèmes. Il y avait des problèmes de mon entretien personnel. C'est vrai, je me rappelle encore, j'avais une tante qui m'a hébergé au moment où je faisais les 2 bacs. Et j'avais un seul pantalon correct. Et chaque samedi que je portais. Bon, ça, par exemple, c'était pas trop acceptable en ce temps. Mais j'étais très à l'aise avec ça, parce que je ne me contentais que de ce que je pouvais avoir. Donc j'ai eu ça et je me contentais de ça vraiment.
Et ça faisait un problème. Ensuite, il fallait apporter de l'assistance à mes frères. J'ai obligé certains de mes frères à aller à l'école. Et c'est moi-même qui me devrais aller, parce qu'à l'université, à un moment donné, nous avions des per diem. Et alors, moi, je partageais ça avec mes frères qui allaient à l'école, mes frères et sœurs. Effectivement, j'ai eu un petit frère ingénieur, une petite sœur qui a été aussi ingénieure, et auquel j'ai apporté vraiment de l'assistance. Et maintenant, est-ce que nous pouvons savoir par quoi vous avez menacé la dame? Parce que lors de notre dernier entretien, vous nous avez parlé de ça. Non, écoute, quand j'ai vu la dame, et c'est Joseph Noël, elle s'appelait, une antillaise. Mais elle était ici liée à l'inspecteur général de l'éducation. C'est un nom Béanzin. Quand je l'ai vue, elle m'a dit « Ah, mais monsieur, moi je ne peux rien, hein, vous êtes là, c'est le gouvernement qui vous a orienté. » J'avais une arme, je suis allé prendre mon arme, je suis venu la menacer. J'ai dit « Si tu ne changes pas mon option, je vais t'abattre. » Alors ça a fait un gros mouvement, tout Poli était au courant. Et l'administrateur Sekou Kaba a eu peur même de venir à son bureau. Il est resté dans sa chose et il a informé le ministère. Le ministère donc m'a convoqué. Je suis parti. Il a fallu d'ailleurs un ami, Abdoulaye Diaby Brel, Jacques Brel, c'est celui-là qui est venu pour me retirer l'arme. Il a fallu qu'on le recherche toute la journée à Poli pour qu'il vienne, parce que c'était vraiment un ami à moi, celui avec qui me connaît très bien, qui sait, nous avons fait mathématiques ensemble, et qui était très choqué d'ailleurs quand il a vu aussi mon affectation, parce que lui, il avait été affecté en série en sciences. Il a vu que moi, je dis que moi, je veux faire le droit, mais il n'y avait pas de raison qu'on m'envoie en philosophie. Donc, ça l'a choqué aussi. Mais il est venu, il m'a dit, donne-moi l'arme. Je lui ai remis l'arme. Et il a expliqué à la dame, madame, excusez-nous, mais nous avons fait mathématiques ensemble. Franchement, il devrait faire quelque chose de plus que ça. Si j'ai la bonne mémoire, vous avez été ancien ministre, ancien inspecteur général du travail. Et aujourd'hui, vous êtes le PDG du groupe BCEP. Donc, du coup, vous allez un peu nous parler de l'historique de création de cette entreprise. Alors là, le BCEP, comme je vous ai dit, hein, c'est au cours de ma formation et au cours de l'exécution de certaines de mes fonctions d'inspecteur général du travail que je me suis rendu compte que dans la plupart des autres pays, il y avait de l'emploi et il y avait des services qui s'appelaient des services de recrutement, des services de gestion du personnel et qui aidaient les entreprises privées de ces entreprises à recruter leur personnel, à gérer leur personnel. J'ai trouvé cela intéressant. J'ai dit, il faut que je le fasse pour la Guinée. Donc, j'étais au Cameroun. J'ai travaillé avec les collègues camerounais qui étaient inspecteurs de travail aussi, qui m'ont expliqué comment ça se fait. J'ai visité ces centres-là qui sont créés, plusieurs. Et j'ai décidé donc, en 1996, de créer le BCEP. Et quand j'ai créé le BCEP en Guinée, bon, je me demandais déjà au prime abord qu'est-ce qu'il fallait faire. Paf, il y a eu deux problèmes intéressants. Ces deux problèmes-là étaient intéressants. Un, la décision de la construction du siège de la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais le siège de la Caisse nationale de sécurité sociale est situé à l'heure actuelle dans un coin qui était le dépotoir de Kaloum. Tout le monde y versait les déchets. Donc c'était plein de déchets quand on a décidé que les bureaux soient créés là. Il fallait donc dégager les déchets pour pouvoir construire le bâtiment. C'est en ce moment qu'on m'a fait appel. Le directeur de la caisse m'a dit, mais monsieur l'inspecteur général, est-ce qu'on peut réfléchir? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que les manœuvres qu'ils viennent prendre, c'est un ensemble, ils vont être nombreux, ils vont dégager des... J'ai dit, mais attends, je suis en train de mettre au point un bureau, mais on va commencer par recruter les gens qui vont le faire. C'est là où j'ai commencé à recruter des manœuvres qui ont dégagé rapidement tout ce coin. Et à partir de là, on a commencé à recruter pour la réalisation de cet immeuble. Voilà, amis téléspectateurs aussi, vous venez de nous suivre. Nous sommes toujours dans votre émission Référence. Alors, restez toujours avec nous dans un instant, les témoignages. J'ai commencé ici à travailler avec mon père en 2009. Et ce que je retiens beaucoup de choses de lui. C'est lui qui m'a inculqué les valeurs que j'incarne. Ces valeurs sont le plus souvent, c'est l'honnêteté, l'équité, la droiture,
et la fraternité et aussi la charité. Ce que je retiens de mon père, c'est un homme qui est d'une ouverture extraordinaire. Une ouverture en ce sens, il ne peut pas rejeter quelqu'un. Quand tu viens le voir, il te reçoit avec la plus grande ouverture possible. Il échange avec toi. C'est quelqu'un qui développe de l'écoute, qui écoute une personne et qui essaie de donner, de faire en sorte que chaque personne a au moins son niveau de responsabilité. Oui, c'est une très grande référence pour moi parce que j'essaie de copier son exemple. Elhadji Massa Moussa Sidibé, d'abord, c'est un monsieur très gentil. Si je dis très gentil, depuis mon premier jour au BCEP ici, il m'a vu, il a retenu d'abord, il a dit d'abord que ce jeune homme qui est là, Siriman Condé, c'est un jeune très important pour moi. Donc il a eu confiance en moi. Pour moi, c'est un monsieur qui étudie psychologiquement les hommes avant de les recruter. C'est un monsieur intellectuel. Si je dis un monsieur intellectuel, c'est quoi? D'abord, il a servi l'État. Ensuite, il est revenu, il a créé son propre bureau de consultation. Il a recruté les jeunes. Il a plus de 4000 et quelques jeunes qui travaillent pour lui actuellement. Donc c'est un monsieur, je peux dire que c'est un tout pour moi. Il n'y a pas un homme qui n'a pas de défauts. Mais pour lui, je pourrais dire des fois, dans le public, il n'arrive pas vraiment à cacher la vérité. Quand tu fais quelque chose, il ne t'appelle pas pour te dire tu as fait ça, tu as fait. Il te dira devant toi, devant le public, il te corrigera devant le public. Amis téléspectateurs, vous venez tout à l'heure de suivre les témoignages. À présent, nous allons encore revenir sur notre plateau. Monsieur Sidibé, dans la première partie de l'émission Référence, vous avez parlé de votre enfance, de votre parcours, les activités exercées. Et surtout, vous nous avez rappelé, l'historique de création de votre entreprise BCEP. Donc, du coup, nous voulons savoir, vous savez, pour créer une entreprise, ce n'est pas facile. Il faut au moins des moyens pour mettre en place une entreprise. Donc, du coup, nous voulons savoir quels sont, vous, les moyens qui vous ont permis de créer votre propre entreprise. Je n'ai pas d'argent. Un bureau, quand tu crées un bureau, une entreprise, il faut avoir certains moyens. Je n'ai pas moyens. J'avoue que c'est mes épouses qui m'ont aidé. J'ai été obligé de revendre un véhicule que j'avais, plus l'apport que mes épouses ont fait. On a créé le bureau et on a, aujourd'hui, Dieu merci, nous gérons près de plus de 2000, 3000, 4000 personnes dans les différentes localités du pays. Voilà. Alors aujourd'hui, le BCEP évolue dans quel domaine? Dans quel domaine? Mais dans tous les domaines de la vie sociale. C'est devenu même un conglomérat. Le BCEP n'est plus une entreprise simple, c'est un conglomérat maintenant. Parce que le BCEP fait le recrutement, il fait la gestion, il fait la formation, il fait les études. Mais le BCEP également s'occupe de la sécurité des gens, sécurité des entreprises, sécurité du personnel, sécurité des magasins et autres. Le BCEP fait également l'agro-business. On fait l'agro-business où on fait l'élevage, on fait l'agriculture et tout dernièrement, on fait également de la gestion des ordures ménagères, situation qui est devenue très préoccupante pour le pays. Donc c'est un conglomérat. Monsieur Sidibé, vous savez, nous sommes dans un pays où la majeure partie de la population elle est très jeune. Et du coup, vous êtes placé parmi l'un des plus grands entrepreneurs du pays qui font vraiment bouger la Guinée. Du coup, est-ce que vous donnez vraiment la chance aux jeunes qui viennent vers vous en quête du travail pour au moins réduire le chômage dans notre pays? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous avons plus d'une vingtaine de demandes d'emploi ici? Et nous avons tout un centre pour former les jeunes. Parce que les jeunes qui viennent n'ont pas toutes les compétences pour vraiment trouver de l'emploi tout de suite. Nous sommes obligés de les former. Nous sommes obligés de faire appel à des formateurs. Nous avons des conventions avec beaucoup de formateurs en Guinée, des institutions de formation qui viennent aider aux jeunes, aider les jeunes pour leur perfectionnement. Parce que malheureusement,
les programmes de formation ne sont pas toujours conformes aux besoins d'emploi exprimés par le secteur privé guinéen. Ça, vous savez, les causes sont fondamentales, on ne peut pas revenir sur tout ça. Alors, aujourd'hui, ce que je fais, j'essaie quand même d'aider. Et c'est dans cette aide-là que j'ai réussi, par exemple, à convaincre les gens de la Banque mondiale à créer le projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes. Ce projet s'est donné comme tâche de créer entre les institutions de formation et les structures et les entreprises un programme qui permet aux jeunes d'avoir une formation très adaptée aux besoins du secteur privé. Ce qui n'était pas fait. Aujourd'hui, et sur la base de certains, d'ailleurs, le projet là, j'assume la présidence du fonds compétitif pour qu'on puisse payer, donner les moyens à ces structures créées entre les formateurs et les utilisateurs, les moyens d'établir un programme sûr. Aujourd'hui, on a au moins 14 projets qui sont signés. Et si ces projets-là marchent bien, c'est une solution pour les jeunes de rapidement se perfectionner et servir le secteur privé comme il en a besoin. Voilà. Alors, le 29 mai 2017 à New York aussi, vous avez reçu le prix international de qualité décerné par la BIC. Oui, avant New York, il faut préciser que déjà en 2013, nous avions eu un prix à Genève, un prix de qualité à Genève. Nous avons eu pareil aux États-Unis, à New York, et en Guinée même, nous avons eu plusieurs prix ici. Au niveau de la sécurité et au niveau de la gestion des ressources humaines, nous avons eu plusieurs prix. Ces prix-là sont venus d'où? Et moi, je suis toujours resté ferme sur un processus. L'homme doit être la référence suprême. L'homme doit servir honnêtement et sincèrement. Il doit être puissant dans ce qu'il fait. Et j'essaie donc d'apporter aux entreprises des hommes de cette qualité-là. J'essaie d'apporter aux entreprises des hommes capables d'aider ces entreprises à se développer rapidement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons plus de 4000 jeunes de 25 à 35 ans qui travaillent dans les différentes sociétés de la Guinée. Okay, vous êtes aussi membre de 5 conseils d'administration et comités de pilotage des institutions. Plusieurs conseils d'administration, j'ai été désigné des fois par le secteur privé même dans les différents conseils d'administration. Bon, naturellement, après avoir acquis une longue expérience de processus, quand il y a des conseils comme ça, on m'intègre. Je suis membre du conseil d'administration et j'essaie d'apporter à ces niveaux vraiment beaucoup de choses pour le développement de ce pays-là. Alors, depuis une dizaine d'années aussi, vous évoluez dans la culture de l'anacarte, de tomates et d'aubergines. Oui, écoutez, depuis je ne sais plus quand, il y a bientôt 20 ans, j'ai créé la Sogipra, Société guinéenne de production de prestations agricoles. La Guinée est un pays d'agriculture. Je suis peiné de ne pas voir les étrangers qui viennent ici se ravitailler directement de notre production agricole. Nous pouvons produire le riz, nous pouvons produire la tomate, le manioc, les patates, les ananas, les bananes, nous pouvons produire tout. Pourquoi ne pas le réussir? Donc, moi, j'ai créé la Sogipra à Boké, chez moi, pour que cette société-là apporte de l'assistance aux cultivateurs pour les amener à produire ce qu'il y a à produire chez nous. Et vous avez aussi une ferme de plus de 50 ans. Non, je n'ai pas de ferme de poulet, je n'aime pas. J'essaie d'élever les chèvres et les moutons. J'avais commencé par les bœufs, mais j'ai perdu beaucoup là-dedans, j'ai abandonné. Maintenant, j'élève les chèvres et les moutons. Alors, Monsieur Sidibé, aujourd'hui, vous êtes vraiment une référence pour les jeunes. Du coup, ces jeunes ont vraiment besoin de savoir comment vous êtes en arrivé là. Donc, vous allez juste me fixer la caméra qui est en face de vous et expliquer à ces jeunes par A plus B comment vous êtes arrivé à ce stade. Écoute, Fadiga,
Rien n'est difficile dans la vie, là. Il faut avoir le cœur et la volonté d'y aller. Quand on a le cœur et la volonté d'y aller, on réussit. Ce que je demande aux jeunes, c'est d'abord d'avoir le courage, d'abandonner la politique. Abandonnez la politique parce que ça ne vous amène nulle part. Laissez les politiciens faire leur politique. Attachez-vous au développement de votre pays. Ne cherchez pas à aller en Europe parce que l'Europe est devenue fatiguée. C'est fatigué. C'est nous qui comptons aujourd'hui. Voyez ici ce qu'il faut faire. Il y a beaucoup à faire. L'agriculture est à faire. L'élevage est à faire. Il y a aujourd'hui les formations qu'il faut rechercher dans le domaine minier, dans le domaine énergétique. Nous sommes riches de tout ça. Les jeunes doivent aller dans ce sens-là. Je suis malade quand je sors de chez moi et je trouve toujours des jeunes regroupés disant qu'ils prennent leur thé, qu'ils n'ont rien à faire. Il y a toujours quelque chose à faire, mais il faut avoir la volonté d'y aller. C'est d'avoir le courage, de considérer que le pays, notre pays, c'est à nous. Et personne ne peut le développer plus que nous. C'est nous qui devons le développer. Et nous ne devons pas le développer par la bouche, nous devons le développer par nos efforts, par notre intelligence. Merci, M. Sidibé. Voilà, amis téléspectateurs, nous sommes à la fin de votre émission Référence. Dans cette émission, vous avez constaté M. Mansa Moussa Sidibé, PDG du groupe BCEP, a vraiment accepté de partager ses expériences avec nous, surtout montrer le chemin de la réussite aux jeunes. Alors, j'espère que vous saurez prendre bonne note. Amis téléspectateurs, je compte vous retrouver la semaine prochaine dans un autre numéro de l'émission. Merci et passez un excellent moment en compagnie des programmes de la RTG Coloma. Merci et au revoir. Merci bien.